PA me dit, aurons-nous le plaisir de te voir lors de Angers-Strasbourg? Tu as 2h30 max de route, hors marche avec ton genou, bien sûr. Oui, il est très probable que je serai à Angers-Strasbourg pour supporter mon Racing. Voilà, oui, il est probable que, à moins que l'état de mon genou se soit encore détérioré d'ici là, mais a priori, oui, alors, je sais pas encore quand est-ce que c'est, pas tout de suite en tout cas, mais oui, je serai là, et puis je serai là à la Beaujoire et normalement à Rennes, puisque c'est les 3 déplacements qui sont réalisables en voiture de la Baule, parce que par exemple l'autre jour ils étaient à Brest, mais Brest c'est 350 km, ça commence à être beaucoup déjà. Shelby me dit, lors d'une interview que j'ai regardée récemment de toi, tu parlais de ta Coupe du Monde 2002 qui avait été magnifique pour toi et que tu avais adoré. Pourtant, une fois rentré chez toi, tu te sentais comme une merde. Peux-tu nous raconter ton expérience à Séoul en 2002? Oui, alors j'ai dit que la Coupe du Monde de 2002 était un excellent souvenir pour moi, mais je dirais à titre perso. Parce que j'ai été heureux comme un pape à Séoul, où je faisais la fête presque tous les soirs. C'était encore l'époque où je pouvais, où je me couchais avant 23h, et après 23h plutôt, et où j'aimais beaucoup sortir. On allait avec Laurent Blanc qui était notre chroniqueur sur cette Coupe du Monde pour l'équipe. On allait à Itaewon, le quartier américain de Séoul, et on faisait la fête. Il y avait aussi une revue à l'hôtel où on était, avec des danseuses australiennes pour beaucoup, anglaises pour beaucoup. Et voilà, je sortais avec elles. Je suis d'ailleurs toujours en contact avec quelques danseuses de Londres. Voilà, c'était un moment de fête. Bon, l'hôtel était magnifique, la bouffe était top, ça coûtait une fortune, mais bon, c'était l'équipe qui payait puisque on était au boulot. Au niveau du boulot, à titre perso, ça s'est super bien passé puisqu'on suivait l'équipe de France et que voilà, je veux dire, l'enjeu de ce premier tour, ça a été la blessure de Zidane, et j'ai eu bon sur la blessure de Zidane contre la concurrence, et notamment celle de Gilles Verdez, qui avait annoncé que Zidane serait sur le banc contre l'Uruguay, alors que j'avais annoncé qu'il serait forfait. Et crois-moi, quand tu vois ça et que tu vois le lendemain le journal adverse, tu te dis que c'est eux qui ont raison, tu te dis jamais que c'est toi qui as raison, tu te dis mais où j'ai merdé. Et voilà, donc ça s'était très bien passé au niveau boulot, je m'étais éclaté à titre perso, et c'est vrai que la France perd contre le Danemark le 3e match, que tout de suite on a un avion très tôt le lendemain matin, et qu'avec le décollage horaire, tu te retrouves à voir le match du Brésil dans ton salon à Paris, dans ton canapé, et tu te retrouves comme un con, et tu te dis mais j'étais pas en Corée hier. Voilà, c'est effectivement ça. Je me suis retrouvé effectivement un peu comme une merde. Tomasi me dit, que penses-tu de l'idée de Le Saint de jouer au Stade de France pour les barrages au détriment du Rodourou ou du Horizon Park? Alors, je n'avais pas trop suivi où ça en était, cette histoire. Alors, il me semblait que le Rodourou ne pouvait pas accueillir au-delà des matchs de poule. Alors, déjà, moi, il faut m'expliquer les règlements de l'UEFA où tu peux recevoir le Real en match de poule au Rodourou, mais tu peux pas recevoir, si ça se trouve, le Slavia de Prague en match de barrage dans le même stade. Je trouve ça complètement con. Mais à partir du moment où tu ne peux plus aller au Rodourou, je ferais effectivement que la solution pour moi la plus logique, c'est Rennes. Le Stade de France, c'est un risque parce qu'il n'est pas dit que tu fasses 80 000, surtout à moins que ce soit évidemment une très grosse affiche avec un très gros club. Mais bon, t'aurais beaucoup de spectateurs qui viendraient voir ou le Real, ou le Barça, ou Arsenal, ou Liverpool, ou voilà. Donc, t'aurais pas un stade acquis à ta cause. Puis bon, je veux dire, on le sait, hein, le Stade de France, c'est un brouhaha. Donc, moi, j'irai à Rennes. Victi me dit, penses-tu que Neymar peut revenir à son meilleur niveau, et pourquoi parlait-on que des sorties de Neymar et son hygiène de vie et très peu son immense talent? Pour toi, est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 en talent?
Ah oui, oui, parce que on a eu Zidane, on a eu Ronaldinho, mais on les a pas eu. Ronaldinho, il a vraiment explosé au Barça. Zidane a vraiment explosé à la Juve, alors que il faut se rendre compte de la dinguerie qu'était la première saison de Neymar avec le PSG, du niveau de ce joueur. Quand tu vois les best-of de ses plus grands gestes sous le maillot du PSG, c'est une vidéo qui dure 10 minutes. Moi, je l'ai souvent dit, hein, quand il y avait Neymar, je me mettais dans mon canapé pour voir le match, avec plaisir. Et son départ ça a presque été un deuil pour moi, quoi. Après, on parle beaucoup de son hygiène de vie parce que c'est un garçon qui montre tout sur ses réseaux. Tu peux suivre pratiquement la vie quotidienne de Neymar sur Insta. Je suis pas certain qu'il y ait je suis certain qu'il y a pas mal de joueurs qui ont pas une hygiène de vie meilleure que la sienne, mais bon, comme ça se sait pas et que ça se voit pas. Ça passe plus crème. Est-ce que maintenant il va revenir? Ça fait maintenant plus d'un an qu'il joue pas. Il a été opéré de la cheville, il a été opéré du genou. Ça veut dire qu'il va falloir que ses muscles puissent supporter une reprise de la compétition après ces longues absences et ces longues périodes de rééducation. J'y crois pas beaucoup. Je l'espère de tout mon cœur, mais j'y crois pas beaucoup. Artman07 me dit, suivant votre expérience et vos interactions avec la presse anglaise, quand vous vous rendiez sur les plateaux anglais, quelles sont pour vous les principales différences entre les lignes directrices rédactionnelles de la presse et des émissions anglaises et françaises sur le foot? Alors, j'ai jamais fait d'émissions de télé en Angleterre, j'ai fait pas mal d'émissions de radio. Les Anglais, il y a soit une presse très pointue, très technico-tactique, et sinon, t'as la presse dont est friand la population anglaise, qui est la presse des tabloïds, où, si tu veux, ils fonctionnent en story, c'est-à-dire il faut qu'ils trouvent un angle, plutôt un angle polémique en général, qui permet d'extrapoler et de construire une histoire autour de ça. Encore une fois, je me souviens, si vous vous souvenez du Manchester Arsenal, où Arsenal perd son invincibilité et où Ferguson prend une part de pizza sur son costume qui avait été balancé par un joueur d'Arsenal. Moi, il se trouve que j'étais pas à ce match-là. J'étais à Milan pour le derby milanais. J'avais regardé ce match-là à la télé dans mon hôtel avec Marco Van Basten. Et j'ai le rédacteur en chef du Sun, tabloïd anglais bien connu, qui m'appelle et il me dit « Je sais que tu sais qui a balancé la part de pizza. » Ben, je dis « Oui, je sais, oui. » Il me dit « Je te donne 10 000 livres si tu me dis qui c'est. » Bon, comme c'est Robert Pires qui m'avait dit qui c'était et que je voulais pas balancer mon pote, j'ai refusé. Je lui ai dit « Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est pas français et qu'il est pas noir. » Et il me dit « Bah, il reste personne. » Je lui ai dit « Si, réfléchis, il reste quand même un peu dedans. » Et finalement, il m'a pas écouté, il a dit que c'était Ashley Cole, qui était quand même globalement noir, qui avait balancé que c'était pas vrai, c'était Fabregas. Voilà, c'était ça la presse anglaise et son mauvais côté. Après, j'ai été très ami avec un journaliste anglais qui s'appelait Steve Stammers, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. C'était ma plus belle période à l'équipe, de suivre Arsenal, d'être passé 10-12 jours par mois à Londres, c'était le rêve. Jean-Louis Magnin me dit « Quel souvenir gardes-tu de l'aventure du Matra Racing? Aimais-tu ce club vu qu'à l'époque tu étais supporter du PSG ?» Mais je travaillais moi sur le Racing. C'est moi qui ai fait le fameux match de la montée à Colomb avec Madjer qui quitte le terrain blessé mais qui finalement revient pour jouer la prolongation parce qu'il n'avait pas été remplacé. Il s'était pas trompé sur les joueurs, hein. Francescoli, Lidbarski, Bossi, Fernandez, c'était que des très bons joueurs qu'ils avaient recrutés, mais la mayonnaise a pas pris avec le public, le fait de partager le Parc des Princes, voilà. Je pense que c'est une bonne leçon pour le PFC d'Antoine Arnaud de pas reproduire ce qu'a fait le Matra. Après,
c'est Jean-Louis Piette qui avait la responsabilité du club. C'était un mec qui aimait pas le foot. Et je pense que c'est toujours très compliqué de gérer un club quand t'aimes pas le foot. Cédric me dit, qui dit fin d'année dit mercato. Que penses-tu de l'intérêt que suscite Kolo Muani par les grands d'Europe? Paris ne laisse-t-il pas partir un joueur mal utilisé encore une fois? L'armée des supporters, l'armée numérique, qui n'est pas forcément l'armée des vrais supporters du PSG, mais l'armée numérique des supporters du PSG qui dit amen à tout ce que fait Luis Enrique, dit oui, il a eu sa chance, il l'a pas saisi, c'est la loi du foot. Moi, j'ai pas vraiment cette analyse. Je me dis que quand tu mets 90 patates sur un joueur, la moindre des choses, c'est quand même d'essayer de l'installer un temps, ce qui n'a jamais été le cas à Paris. Après que Kolo Muani soit inadapté au football préconisé par Luis Enrique, ça me paraît être une évidence. Mais oui, c'est un gâchis, comme Etitike est un gâchis. Il y a une impatience avec les attaquants au PSG qui est un phénomène qui dure depuis malheureusement trop longtemps. Et effectivement, il y a fort à parier que Kolo Muani va rebondir dans un club qui aura un style de jeu différent et où il sera probablement plus heureux. Jackie Boy me dit, vous dites que sur Patrick Vieira, il y a un délit de sale gueule. Pourquoi selon vous? Je ne sais pas pourquoi. D'abord parce que Patrick Vieira n'a jamais entraîné une équipe, voilà. On ne lui a pas filé une cuillère en or avec des diamants dessus dans la bouche pour commencer, comme Zidane avec le Real, ou Guardiola avec le Barça. Lui, il a commencé avec Nice, où on lui a vendu des joueurs, où Balotelli lui a fait la misère. Il est parti à Crystal Palace, où il a plutôt bien tourné au début avant qu'on lui vende aussi ses meilleurs joueurs. Il a été à Strasbourg. Faut quand même se souvenir qu'il est arrivé à Strasbourg au début du projet Bluco, où il perd Djikou, Bellegarde, Ajorc, Sels, Diallo. Donc c'est très difficile. Là, il s'est fait virer à la fin des matchs amicaux où il n'y avait pas encore la moitié des joueurs du nouveau Racing qui étaient arrivés. Honnêtement, je suis assez convaincu que si Vieira est encore sur le banc du Racing, il aurait d'aussi bons, voire peut-être même de meilleurs résultats que Rosenior. Alors certainement avec un football moins léché, moins emballant, moins élaboré, mais peut-être plus pragmatique. Je constate que il est en poste à la Genoa, qui était moribond à son arrivée, et qu'il est plutôt en train de bien performer. Vieira a été un joueur exceptionnel, énorme, magnifique. Là, je vois en ce moment, on veut comparer Pogba à Vieira. Je veux bien, mais bon, Pogba, c'était un match exceptionnel, 2 bons matchs, 4 matchs médiocres, 4 matchs mauvais. Vieira, sur 10 matchs, c'était 5 super matchs, 5 bons matchs. La constance, la puissance, enfin, voilà, qu'on puisse comparer Vieira avec Pogba, ça me fait hurler de rire. Mais je parle encore une fois du joueur. Mais je pense que l'entraîneur n'a pas encore tout dit, effectivement.